Et au sommaire cette semaine, un lieu qui, pour différentes raisons, se retrouve au cœur de l'actualité, avec notamment ce message du pape François qui, en visite devant le Parlement européen cette semaine, expliquait que la mer Méditerranée ne peut devenir un grand cimetière. Allusion à ces migrants qui perdent la vie en tentant de rejoindre le continent. Mais alors, que faire? Certains n'hésitant pas à reprendre la formule, affirmant que cette vieille Europe ne peut accueillir toute la misère du monde. Une misère et une détresse que vous allez aujourd'hui voir en face. Direction la barrière de Melilla. Elle est située dans cette enclave espagnole en territoire marocain. Des milliers d'Africains rêvent de la franchir. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour en arriver là. C'est l'aventure de leur vie. Voici leurs rêves et leurs cauchemars. Nos équipes les ont suivis. Regardez ce document inédit signé Jean-Sébastien Desbordes, Maxime Souville et Nicolas Berthelot. Les migrants africains appellent ce voyage l'aventure. Marcher vers l'Europe sans savoir à quel moment ils l'atteindront. Encore 3 heures et le rêve sera à portée de main. Il y a la montagne devant encore. Ta vie c'est dur, hein. Pour aller en Europe, c'est pas facile. On n'est pas encore arrivé. Ça fait longtemps que tu voyages? Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 5 à 6 ans. 6 ans que tu es parti? Oui. 5 à 6 ans de voyage. Et là, tu arrives au bout? J'arrive au bout. Des fois, on n'arrive pas. Lasso a quitté la Guinée-Conakry à 16 ans. Plus de 5000 kilomètres à travers l'Afrique pour arriver ici, sur les hauteurs du Rif marocain, tout près de la barrière de Melilla, qui sépare le Maroc de l'Espagne. Mais dans la montagne, les clandestins africains sont traqués. Ils doivent éviter les militaires qui patrouillent dans la zone et les bergers qui pourraient les dénoncer. L'assaut suit la trace de Camara, guinéen lui aussi. Camara connaît parfaitement la région. Il a tenté plusieurs fois de franchir la barrière. Tu surveilles tout le temps? Oui, moi c'est comme ça, je mange, je suis ciblé de gauche à droite, partout au milieu. Il y a des militaires. Quand on marche pas ici comme ça pour que tu peux marcher. Hein. Si tu marches ici, il faut regarder bien comment marcher. À 100 mètres, il faut regarder devant. S'ils vont m'attraper, c'est à la barrière. Ils m'attrapent. Mais ils ne m'attrapent pas comme ça en brouchichi, jamais. Je connais le coin à aller me cacher. Si le militaire vient derrière nous, on va rentrer dans ça en vitesse. Ça va nous piquer partout. Et ils vont venir. Mais même si c'est que tu es dedans, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que c'est les peaux blancs, ils vont rentrer. Ça te pique, peau blanc. Ça va te faire mal beaucoup plus que nous. Pourquoi les militaires ils courent après vous? Bon, ils venaient derrière nous pour nous attraper, de faire quitter. Ils vont dire on n'a qu'à quitter ici, on n'a qu'à partir de notre pays. Alors qu'on est là, on n'est pas venu pour brigander, on n'est pas venu pour voler, on n'est pas venu pour faire du mal. Mais on est là pour chercher à notre avenir, l'avenir de nos enfants. Pour chercher l'argent pour aller donner nos parents au pays. Il y avait les amis qui chantaient là. Leur nom est écrit ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les... C'est leur nom. Ils sont tous en Europe aujourd'hui. Ah oui? Oui, ils sont tous en Europe. Je n'ai pas mis mon nom ici. Oui. Oh, mais Lélia, réponds-moi maintenant. Hein. Mais Lélia, réponds-moi. Il ne me répond pas, mais cette fois-ci, il va me répondre. Je vais rentrer cette fois-ci. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois l'Europe qui est juste là? Ça me fait exciter de rentrer en Europe. Depuis notre enfance, je me disais Europe, Europe. Et moi,
J'ai la chance aujourd'hui de voir l'Europe. Voilà l'Europe, mais c'est pas facile à rentrer. C'est pas facile. C'est pas facile. Chacun a sa chance dans la vie. Hein. Chacun a sa chance dans la vie. Comme Lasso et Camara, des milliers d'immigrés tentent chaque année de rejoindre Melilla, enclave espagnole en terre marocaine. Mais la porte d'entrée vers l'Europe est bien gardée. Pour protéger sa frontière, l'Union européenne a financé un rideau de fer de 33 millions d'euros. Haute de 7 mètres, cette barrière s'étend sur 12 km. Elle est truffée de pièges. Triple système de clôture, barbelés hérissés de lames de rasoir, détecteurs de mouvement et de bruit, caméras à vision nocturne, miradors et patrouilles incessantes de la Guardia Civile espagnole. Côté marocain, les militaires sont présents en nombre. Et pour rendre la frontière encore plus infranchissable, ils viennent de commencer la construction de leur propre grillage. En attendant de prendre d'assaut la barrière, les migrants se cachent sur les flancs du mont Gourougou. Pourquoi nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Toi qui nous as donné le pain de ce jour. Toi qui nous as permis de résister aux maladies. Toi qui nous permets de résister au froid en ce moment précis. Nous te disons merci. Et nous allons réussir à Boza. Oui, Père Céleste, notre Dieu. Amen. Nous rencontrons Hyacinthe. Lui et ses compagnons ont fui la Côte d'Ivoire en 2011 pour échapper à la guerre civile. Cela fait 3 ans que Hyacinthe vit ici, dans la forêt. Ici à Gorogo, on prie chaque jour. Chaque jour? Chaque jour, on prie. Vous priez pourquoi? Parce que lorsqu'on va à la barrière, le Boza, c'est Dieu qui donne le Boza. Qu'est-ce que c'est le Boza? On appelle Boza, c'est un jargon en forêt qui signifie réussir à franchir la barrière et entrer à Melilla. Hyacinthe accepte de nous faire visiter le camp. Entre 1500 et 2000 personnes y trouveraient refuge régulièrement. La plupart viennent d'Afrique francophone. Ici, c'est la montagne où habitent les Blacks, les clandestins. Nous sommes organisés par communauté. Il y a les Camerounais, les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens. Nous sommes à la communauté ivoirienne. C'est le ghetto ivoirien. C'est vous le chef? Oui, oui. Vous avez été désigné chef comment? Bon, c'est l'ancienneté et puis l'expérience de la barrière. C'est quoi votre expérience à vous? Plus de 7 fois à la barrière. Voilà. J'ai expérimenté les blessures. Vous pouvez nous expliquer comment c'est organisé? Bon, nous avons un chef, nous avons un premier ministre, nous avons un général. Nous avons aussi le trésorier et le conseiller. C'est organisé comme un État? Oui, si, c'est organisé comme un État. Voilà, c'est un État en miniature. Comment ça se passe ton intégration dans la communauté? Il faut payer quelque chose? Lorsque quelqu'un arrive, on lui dit là où il doit dormir. Donc par rapport au logement, il faut de l'argent pour payer les bâches. Voilà, donc cet argent qu'il va donner va servir à payer les bâches et constituer une maisonnette comme vous voyez. Les militaires marocains, quand ils viennent ici le matin très tôt à 5 heures, ils percent avec les couteaux, ils cassent toutes les maisonnettes et ils volent tout ce qu'ils trouvent dans les maisonnettes. Tout ce qu'on a abandonné, tout ce qui est précieux, tout ce qui est bien précieux, ils prennent tout et puis s'en vont. Les rafles de l'armée marocaine sont fréquentes pour faire fuir les clandestins et pour les décourager de franchir la barrière. Mais les migrants préfèrent reconstruire leur maison de fortune plutôt que de s'éloigner de la frontière. Lasso et Camara vont s'installer dans le ghetto des Guinéens. Ils payent un droit d'entrée d'une dizaine d'euros au chef de leur communauté. Pour se ravitailler, les migrants vont discrètement dans une épicerie en contrebas de la montagne. Au coin du feu, c'est à leurs cicatrices qu'on reconnaît les plus anciens, ceux qui ont déjà tenté la Boza et échoué. Qui c'est qui a eu des blessures là? Bon, pour moi là, c'est le barbelé qui m'a attrapé. Oh, bon, voilà pour moi.
Ça, c'est Balblé qui m'a découpé comme ça, là, aux barrières. Voilà, ici encore. Même mon ventre ici. Tu vois, c'est Balblé qui a fait ça. Voilà. Ça, c'est Balblé. On dirait que comme on m'a opéré, c'est Balblé qui a fait ça. On n'est pas là pour blessure, on est là pour chercher nos vies. Et toi, l'aventure, tu vas aller jusqu'au bout ou t'as peur? Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur à l'aventure. Moi, je suis motivé. Mais la barrière est très, très dangereuse. Très, très dangereuse. Moi, même ma famille ne sait pas que je suis là. Si ma famille sait que je suis là, ils vont m'appeler, ils vont dire de ne pas passer. Ouais. Je suis venu seulement pour tenter ma chance. Mais... Avec le froid et l'arrivée de l'hiver, les tentatives de passage vont s'intensifier. Dans le camp, il se dit même que c'est imminent. Mais la date est gardée secrète, car certains migrants pourraient alerter l'armée marocaine contre un ticket d'entrée directe pour l'Europe. On est en train de fabriquer ce qu'on monte avec les barrières. C'est le crochet. C'est pour les mains. Pourquoi vous êtes obligé d'avoir un crochet pour les mains? Parce qu'ils ont modifié les barrières. Ils ont mis les barrières très dures. Si on n'a pas fait ça, on ne peut pas aller monter parce que les doigts ne rentrent pas. Ça, c'est terminé, ça? Oui, voilà, ça c'est terminé. Et voilà, on attrape comme ça. Et alors, comment vous faites après? Tu peux me montrer? Oui, on fait rentrer sur le grillage comme ça et on monte comme ça. Il y a chaussures encore avec les chaussures pour mettre... C'est des blancs avec des vis comme ça. 4-5 vis? Oui, il y a 5 vis. 5 vis. Ça, nous, on appelle ça les plastiques. Les plastiques? Oui, les plastiques. Si ils ont cherché une solution, nous aussi on cherche une solution. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas monter. Toi, tu vas fabriquer tes chaussures aussi? Oui, oui, je vais fabriquer mes chaussures. T'as pas envie d'abandonner ton voyage? Non, franchement, je n'ai pas envie d'abandonner mon voyage. C'est bientôt la fin de mon voyage. Que ce soit ici, que ce soit dans notre coin, je pense à Boza, en Europe. En Europe. Depuis à mon enfance, je me pensais à ça. 2 jours plus tard, l'assaut tentera à Boza. Matraqué au visage par les militaires marocains, il ne réussira pas à atteindre le premier grillage. Quand l'ordre est donné, les migrants se jettent sur la barrière par centaines. Ils appellent cet assaut la frappe. Leur nombre augmente leurs chances de forcer le passage face aux Marocains qui bloquent la première clôture. Ceux qui arrivent à pénétrer dans l'enclave espagnole pourront demander l'asile et seront protégés de l'expulsion. Depuis le début de cette année, plus de 2000 personnes ont réussi à traverser la frontière. Ceux qui échouent se retrouvent entre les mains de l'armée marocaine. Ils sont refoulés par convoi de bus, le plus loin possible de la barrière, vers la frontière algérienne, ou à 300 km plus au sud, dans la ville de Fès. Livrés à eux-mêmes, épuisés et blessés, ils trouvent refuge à l'église évangélique de la ville. Tu as les gobelets, tu commences au fond là-bas. Tu commences de l'autre côté. Qui veut boire? Il y a quelqu'un qui veut de l'eau? Aujourd'hui, Maman Marcel organise l'accueil de 200 migrants qui viennent d'être refoulés de la barrière de Melilla. Dans l'église évangélique, elle dirige le comité d'entraide internationale de Fès, qui s'occupe des migrants, toujours plus nombreux. C'est la cuisine de l'église évangélique. Et nous avons des jeunes sœurs ici de l'église en train de préparer
le repas que nous allons partager avec les migrants. Parce qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de prendre un bon repas. Et on a voulu cette journée pour pouvoir vraiment leur faire changer un peu les idées, leur permettre de se mettre en valeur, de se... Mais Marcel, pourquoi vous les aidez comme ça? On les aide parce qu'ils sont dans le besoin. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Même le peu que tu as, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout. Il n'a rien du tout, donc tu peux quand même lui donner. C'est vrai que ça ne va pas dépanner totalement, mais au moins tu aurais fait quelque chose. Je pense que c'est ce qui manque vraiment dans ce monde. C'est ça. S'il vous plaît, on va commencer cette journée. Et avant qu'on ne commence, on va prier. Je ne connais pas votre confession, je ne connais pas la manière dont vous priez, mais moi, la manière dont je prie, je vais m'incliner et prier le Seigneur. Donc, prions. Amen. Ceux qui sont blessés, qui ont besoin de pansements, vous vous mettez d'un côté. Continuez à avancer, avancez, avancez. Frapper sur la tête. Ça te fait mal, hein? La police m'a frappé. Il m'a frappé le doigt. Vous cassez des membres. Ils savent que vous cassez des membres. C'est pas qu'ils ne savent pas. Depuis qu'il a quitté le Cameroun, Boris avoue ne plus compter le nombre de fois où il a tenté de franchir la barrière. Il y a quelques semaines, il était tout près du but. Mais après avoir échappé au coup des Marocains, c'est la Guardia Civile espagnole qui a brisé son rêve. Me voici. Voilà, j'essaie de descendre. Je suis à la dernière barrière. Ça, c'est le territoire espagnol. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? Je suis près de l'Espagne, mais je n'ai pas pu passer Guardia Civile, vu la violence de Guardia Civile. Ici, c'est mon copain et moi, nous sommes deux qui essayons de descendre sur le territoire espagnol. Quand mon ami veut descendre, Guardia Civile qui le frappe du pied. Il frappe mon ami et je suis resté retenu. Celui qui m'a bloqué, c'est Guardia Civile. Et d'autres, ils sont là en bas, qui me disent négro, négro, balé, ils parlent espagnol, ils nous bloquent, ils nous disent retournez, retournez. Et là, tu étais à quelle hauteur? Là, je suis à 7 mètres. 7 mètres. À 7 mètres. Là, et tout près du rêve? Tout près du rêve et loin du rêve en même temps. Et pourquoi tu as quitté le Cameroun? C'est pour une vie meilleure, vu que ma famille n'est pas dans une bonne situation. J'ai pas de moyens pour aider ma famille. Et tu as quel âge? J'ai 23 ans. Je suis diplômé, j'ai le BEPC et j'ai une formation en secrétariat bureautique. Bon, moi, ce que je voulais faire, je voulais aller me reformer en Europe, en chaudonnerie. Et t'as pas peur d'arriver dans un continent européen qui va être aussi très dur? Parce que c'est dur pour les Africains. Je travaille sur ce fait. Vous savez, ici au Maroc, on vit vraiment la souffrance physique. Mais en Europe, c'est pas physique, c'est moral. Mais la souffrance, l'envie, l'amour que je porte envers ma famille, c'est ça qui me donne mon courage de ne reculer devant rien. Une fois qu'ils ont escaladé la première clôture, les migrants se trouvent en territoire espagnol. Mais la Guardia Civile ne respecte pas toujours les accords internationaux. Et elle renvoie illégalement et parfois violemment les migrants sur le territoire marocain. Pour le pasteur Samuel Amedro, qui préside l'église évangélique au Maroc, c'est une affaire politique. Il y a la police marocaine qui jette des pierres, il y a la Guardia Civile espagnole qui les refoule à l'intérieur du Maroc alors qu'ils devraient les garder. Quelle est la situation là-bas? L'Europe représente un rêve. Le rêve d'une vie meilleure. Et l'Europe
a décidé de bloquer sa frontière et donc de payer pour que d'autres fassent ce sale travail de bloquer cette frontière. On appelle ça une externalisation. C'est le Maroc qui fait le travail que l'Europe ne veut pas faire. Je veux prendre juste un exemple. L'Europe promet d'assouplir la politique de visa en direction des Marocains, que plus de Marocains puissent accéder au territoire européen, donc dans l'espace Schengen. En échange, le Maroc accepte de récupérer sur son territoire marocain les migrants expulsés d'Europe dont on suppose qu'ils sont passés par l'État marocain. Et le Maroc est tenu de les admettre, des accords de réadmission. Enfin, maintenant, le Maroc accepte, puisqu'ils ont signé ils ont accepté les contrats, ils acceptent l'argent. Marchandage. C'est un marchandage. C'est un marchandage. Et au milieu de ce marchandage, il y a ces gens qui sont des migrants en situation irrégulière. Il y a un peu de partage à faire. Et la réponse, elle n'est pas dans la police, elle est dans le partage. Depuis quelques mois, les migrants sont refoulés encore plus loin de Melilla, à 500 km vers l'ouest, jusqu'à Rabat, la capitale du Maroc. Les migrants squattent les abords de la gare. En journée, le camp est vide. Ils vont faire la manche, taper la salame, comme ils disent. Selon eux, même s'il y a du racisme, la population marocaine fait preuve de charité. Parfois, certains migrants perdent l'espoir de franchir un jour les barbelés de Melilla. Et ils s'installent au Maroc. Jimel a fui la République démocratique du Congo en 2000, pendant la guerre. Après avoir tenté 3 fois de passer en Europe, il a décidé d'arrêter l'aventure ici. Ça va bien. D'accord. Aujourd'hui, ses papiers sont en règle. Il fait des études de théologie pour devenir pasteur. La maison, c'est ici. Bénévole au comité d'entraide international, c'est dans son petit appartement qu'il accueille les clandestins perdus au Maroc. Mais moi, je croyais que les personnes qui venaient au Maroc, c'était que des personnes qui étaient en transit et restaient 3 jours et à passer la barrière. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas ça la réalité. Le Maroc, on sait quand on entre, mais quand on sort, on ne sait pas. Donc on peut faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Le Maroc, c'est la dualité en ce sens qu'on est toujours en combat. On a quitté son pays dans l'espoir de chercher une certaine stabilité en Europe. Et puis, arrivé ici au Maroc, on ne parvient pas à réaliser cet objectif, cette ambition. Et puis, du coup, on est un peu dans cette dualité. Donc, on ne sait plus avancer parce qu'on n'a pas de moyens d'avancer. Et puis, on ne sait plus non plus reculer parce qu'on n'a pas non plus aussi les moyens pour reculer. Ce soir, Jumel a rendez-vous avec Néné. Elle est arrivée au Maroc après un voyage de plus de 6000 km à travers l'Afrique. Elle a quitté la République démocratique du Congo il y a 11 ans. Elle commence par rejoindre le Congo-Brazzaville, puis elle traverse le pays en bateau, plus de 1000 km par les fleuves jusqu'au Cameroun. Ensuite, elle remonte en taxi collectif vers le nord, jusqu'au Tchad. Elle arrive au Nigeria, et c'est là que, faute d'argent, son aventure vire au cauchemar. Là-bas, il y a un Nigérien. Si l'argent c'est fini, je profite pour faire la prostitution, pour payer les transports. Tu as dit que tu as commencé à faire la prostitution. La prostitution là-bas, si une femme, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas les aides, les seuls moyens, elle peut gagner l'argent facilement. Elle fait la prostitution. On est venu jusqu'à Arlit. À partir d'Arlit, on a pris les pick-up. Oui. C'était un passeur? C'était quelqu'un que vous aviez payé pour qu'il vous emmène là-bas? Oui. Arlit, c'est au Niger. Au Niger, c'est-à-dire là, vous quittez Nigeria pour le Niger. Et à partir de cet endroit, c'est là où s'organisent maintenant les voyages pour traverser le désert.
pour aller encore plus loin dans l'aventure. Combien ça a coûté, le prix du passage? Si tu as l'argent, tu peux payer 100 €, 200 €. Mais si tu n'as pas l'argent, tu peux donner toutes tes valises, tes habits. Avec 50 €, tu peux passer. On est pick-up des Arlit au niveau des frontières pour entrer en Algérie. On a trouvé le coupeur de route. Les faux soldats, les coupeurs de route, ils sont arrêtés tous les hommes. Ils sont morts. Ils ont pris les femmes. On était 20 femmes. Parmi les 20 femmes, ils ont violé 8 femmes. Parmi les 8 femmes qui étaient violées, moi j'étais victime là-bas. J'étais violée là-bas. On a fait une semaine là-bas, dans le désert. Et pendant la semaine, les coupeurs de route, ils ont continué à abuser des femmes ou... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous aviez quel âge à l'époque de ce voyage? J'étais à 21 ans. Je suis vraiment très intéressé parce que ce n'est pas facile. Et je sais que tu as perdu beaucoup de choses. Tu vois, regarde-moi s'il te plaît. Regarde-moi. Moi, je suis entré aussi par la même route que toi tu as fait. Je suis ici au Maroc depuis 2004. J'aimerais te dire une chose qui est aussi très très importante. Il faut garder toujours l'espoir. Tu vois, il faut garder toujours l'espoir. Toutes les choses que tu as dit là, ça reste maintenant dans le passé. Tu vois, ce sont des situations qui ont voulu t'écraser, mais tu es arrivé ici au Maroc. Pour moi, c'est vraiment un miracle. Maintenant, je vais te parler d'une bonne nouvelle pour toi. Nous disposons d'un budget pour soutenir un peu les micro-projets des femmes qui sont vraiment vulnérables, pour essayer un peu de leur donner des moyens pour vivre ici au Maroc. Néné, est-ce que tu es avec moi? Hein? Je suis en train de parler de la bonne nouvelle, tu es triste, c'est quoi? Néné, tu veux faire un projet? La vie a été très difficile pour toi, la vie est encore difficile pour toi, mais tu dois te battre pour faire quelque chose. C'est la lame de la souffrance, mais Dieu merci, j'ai tombé dans les bons mains. Je suis là pour espérer toujours qu'il y aura les bonnes choses ici. Vous gardez l'espoir? Oui, j'ai gardé espoir parce que je sais que demain je vais rire la lame de joie comme tout le monde. Sache que les promets, on va travailler ensemble. Je me retrouve un peu ané. Quand je les vois en difficulté, je jette un regard dans mon passé, je comprends ce qu'ils sont en train de vivre. Et surtout que quand je peux les conseiller, je peux les orienter, je peux les aider à réaliser les rêves. Ça donne un sens dans ma vie, quoi. Un sens dans ma vie. Une fois par semaine, Jumel rend visite aux migrants qui squattent près de la gare. Ce soir, il fait la connaissance d'un petit nouveau, tout juste revenu de la barrière. En Guinée, Ismaël faisait partie d'un centre réputé de formation de football. Mais il rêvait d'Europe. Au maillot de Bacha, c'est le club de rêve. Alors un jour, il a tout quitté pour partir seul tenter sa chance. Les protèges tibia qu'il a mis pour attaquer la barrière n'ont pas suffi contre les blessures. Tu vas essayer de re-attaquer la barrière? Non. C'était ma première fois, ça sera ma dernière fois aussi. J'ai eu peur. Ce n'est pas bon pour moi. Perdre ma vie ici ou avoir une blessure grave qui m'arrêtera à jouer au foot. Je vais essayer de chercher du travail. C'est jusqu'à le jour que j'aurai le moyen d'achever mon rêve. Parce que j'en suis sûr de mes qualités. Football au haut niveau, c'est mes rêves. Longtemps pays de transit vers l'Europe, le Maroc devient peu à peu un pays d'immigration. Mais ici,
Les migrants sont sûrs qu'un jour, leur volonté sera plus forte que les barbelés et qu'ils pourront enfin achever leur aventure. Ainsi va le monde. Vous pouvez retrouver les acteurs de ce reportage et notamment les actions du CEI au Maroc qui vient en aide aux migrants. Vos commentaires sur hashtag 13h15. Dans un instant, la météo, Tania Young, suivi de mon envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Je vous retrouve ce soir à 20h.